Mesdemoiselles, Mesdames, Messieurs, bonjour, soir. Sorge Chalandon, bien connu sur le Festival du premier roman et des littératures contemporaines de Laval, pour être présent quasiment chaque année. S'il est là ce soir, c'est en tant que président du prix du deuxième roman. Sorge, est-ce que vous voulez bien nous présenter notre invité, nous dire pourquoi il est là ce soir ? Alors, ce que je dois dire d'abord, c'est que pour la première fois cette année, j'ai été absent aux délibérations parce que j'étais malade. Mais j'avais envoyé ma préférence. Et donc, je trouve ça tellement mieux de vous lire ma préférence, puisque ça tombe pile, c'est la même chose. Et j'ai envoyé ma préférence à Yariab Bellaskri, qui me remplaçait avec talent. Et moi, quand j'ai lu ce roman, donc voilà, c'est mon coup de cœur. Quand j'ai lu ce roman, c'est parce que j'ai trouvé dedans des choses qui me touchaient particulièrement, mais qui vous toucheront particulièrement aussi. Le rapport au père, le rapport à la résistance, le rapport à l'insurrection, le rapport à des choses qui sont vues par des enfants, ce qui me touche encore plus, le rapport à la dictature, le rapport à la transgression. Et ce que j'ai aimé dans ce roman tout de suite, c'est-à-dire dès les premières pages, c'est la poésie. Et c'est... je sais pas, je pense que vous vivez tous ça, mais quand vous rentrez dans un livre, il y a là une petite musique, qui n'est pas la petite musique d'habitude. C'est une musique différente. Et cette petite musique-là, vous vous dites, même si le roman ne tient pas ses promesses, j'aime cette musique-là. Or, ce roman-là tient ses promesses. Donc vous avez la musique et les paroles, je trouve ça formidable. Et donc, j'étais malade, je vais mieux, je vous remercie, un peu mieux. Bah ouais, mais c'est pas drôle en même temps. À mon âge, on est souvent comme ça. Et comme j'étais malade, on m'avait demandé d'avoir la gentillesse ou la courtoisie d'envoyer un mot au juré pour lui dire quel était mon roman favori et pour lequel je votais, même par correspondance. Et donc, je vous lis parce que j'ai pas envie de paraphraser encore une fois ce que j'avais écrit, mais je ne retire pas un mot. Mon coup de cœur, c'est « Pense aux pierres sous tes pas » d'Antoine Wauters. Peut-être parce que ce livre raconte l'instinct de survie. Survivre à sa famille, à son enfance volée, à un régime dictatorial. Un livre qui oppose l'amour éperdu à l'arbitraire et au totalitarisme. Au-delà, travertissement enfantin et interrogation sur le genre, ce livre en est presque libertaire. Déboulement à la fois les faux mirages de la sexualité, de la conformité, de la modernité dévastatrice, et cognant sur la morale d'un monde qui sépare ses enfants, puis tente de broyer leur chair désirante pour les empêcher de devenir maîtres de leur vie. L'ensemble est à la démesure du propos. C'est un compliment. Ce pays de chiens, entre guillemets, sans nom, cette république bananière nous est familière. Terre cruelle, labeur à en crever, misère, serfs ruraux, amour cravaché par l'absence d'éducation, reconstruction de ce qui est dévasté et aussi, surtout peut-être, cette sombre quête de désobéissance, comme si la liberté ne pouvait passer que par le refus. Ici, les mots sont des images, la poésie toujours présente et le pardon éclaire l'obscurité. C'est pour ça que j'ai voté pour ce livre et je vous demande de le lire vraiment. Voilà. J'ai envie de dire que c'est dommage que les journalistes ne sont pas avant tout écrivains, parce que en 2 paragraphes, j'avais la copie à côté de moi, tout est dit. Et c'est vrai que je suis très sensible à... C'est un résumé de toutes les thématiques qui traversent le livre. Très sensible au fait que Sorge ait vu le rapport au père, le rapport à cette désobéissance. Je crois que c'est un livre que j'ai essayé de il est sorti des ténèbres, il est sorti des ombres. Je l'ai écrit vraiment dans une période compliquée de ma vie. D'ailleurs, j'ai arrêté de l'écrire pendant une longue année. Et cette traversée des ombres, finalement, elle a pu se produire tout simplement parce que, après avoir arrêté d'écrire pendant 1 an, un jour, alors que ma vie avait volé en 1000 morceaux, je me suis dit, il faut que tu recommences à écrire ce texte. Tu l'as peut-être mal commencé, tu l'as peut-être perdu de vue.
Mais tu peux pas arrêter d'écrire, tu dois reprendre, Et donc j'ai rouvert mon ordinateur, je m'en souviens très bien. Je me suis dit, tu vas raconter cette histoire de la façon la plus simple possible, chronologiquement, comme si tu la racontais, comme si tu la murmurais à l'oreille d'un ami. Et ce jour-là, je me suis rendu compte que c'était pas un deuxième roman que j'étais en train de finir, c'était pas un troisième parce que j'en écrivais 2 en même temps. Je me suis rendu compte que c'était surtout la confirmation que j'allais continuer à vivre cette vie-là, une vie qui serait penchée sur les mots et aussi irriguée, traversée par les mots. Ce jour-là, j'ai retrouvé surtout cette chose qui avait complètement disparu de ma vie pendant 1 année, et c'est une chose rare, importante, qui s'appelle la joie. Et j'ai le sentiment que dans la lecture que Sorge en fait, et dans ce qu'il vient de vous lire, il y a ça aussi qui sort, l'idée que rien n'est inéluctable, il n'y a pas de déterminisme. On peut naître dans une famille violentée, dans un pays violenté par des régimes politiques. On peut toujours essayer de s'accrocher, on peut toujours essayer d'aller vers du mieux, vers du plus intensément vécu. Et je pense que la littérature, et c'est pour ça je crois qu'on passe notre vie à se casser le dos, les yeux et parfois des petits pans de notre santé à écrire. Voilà, je pense que la littérature, c'est l'antidéterminisme par définition. Donc un immense merci. Et puis, je vais faire pas très protocolaire, hein, on n'est pas là pour ça, mais quand même je voudrais remercier évidemment l'association Lecture en Tête, puis la présélection, toutes les personnes, j'en ai croisé 1 ou 2 déjà qui ont lu le livre et qui l'ont défendu, même si j'aime pas tellement ce mot, qui ont été sensibles. Voilà, ça me touche beaucoup parce que ça me conforte dans l'idée que je vais continuer à faire ça encore un certain nombre d'années. Merci Antoine. Félicitations. Donc, vous en êtes content de ce prix, globalement. Ah oui, très, oui. Comme tous les prix, c'est toujours... Je me souviens que quand le téléphone a sonné, le jour où j'ai appris que j'avais ce prix, mon fils, qui a 9 ans et qui tient un peu les comptes des prix, etc., m'avait dit, papa, ils avaient dit qu'ils t'appelleraient à 12h30, il est 1h, c'est fini. On était en train de manger comme ça, gentiment. Je lui dis oui, je pense que c'est fini. Et puis, Lecture en Tête, ils ont téléphoné à 1h30. Et donc voilà, c'était une belle surprise que j'ai pu célébrer donc avec mes enfants. C'est vrai que ce mini-land est un petit peu en retard. Il y a quelque chose, moi, qui me turlupine. C'est vraiment votre deuxième roman, parce que, si je ne me trompe pas, vous avez déposé sur le marché du livre à la rentrée dernière 2 romans. Donc, Pense aux pierres sous tes pas et Moi, Martre et les autres. Alors, Pense aux pierres, c'est vraiment le deuxième ? Oui, vous avez répondu en partie tout à l'heure là, à la question. J'ai toujours triché, hein, quelque part, parce que moi je viens du milieu de la poésie, donc j'avais écrit des livres de poésie depuis 2008, c'était mes premiers livres. Et en 2014, j'ai sorti un livre qui était estampillé, premier roman, qui s'appelle Nomère, aux éditions Verdier déjà. Et c'est toujours des questions d'édition, de marché du livre. Ils m'ont dit, est-ce qu'on peut dire que c'est ton premier roman ? J'ai dit oui et non, parce que j'avais écrit des livres qui étaient des récits poétiques, qui pour moi étaient déjà pratiquement des romans. Mais on sait qu'aujourd'hui, c'est quand même important d'avoir ce label du roman, et en particulier à l'époque, c'était le premier. Et donc, ça m'a permis de gagner un autre prix avec ce livre, qui n'était pas mon premier roman. Celui-ci n'est pas à proprement parler mon deuxième. En tout cas, le troisième est déjà sorti. Mais bon, j'ai quand même écrit un deuxième roman. Et voilà, on va dire que c'est celui-là. Est-ce que je dois partir ? Publié en plus tous les 2 en même temps chez Verdier, donc chez le même éditeur. Donc au niveau de la stratégie commerciale, c'est peut-être un peu spécial, non ? C'est parce que je suis de plus en plus paresseux. Non, mais je trouve que la promotion d'un livre, c'est quand même parfois... c'est un vortex, quoi. On est vraiment inspiré par ça, et ça peut prendre beaucoup de temps. Donc j'avais dit à Verdier, plutôt que de faire un livre en septembre et en janvier, comme il le souhaitait au départ, j'aurais dit, est-ce qu'on ne pourrait pas faire un tir groupé ? Et donc ils ont accepté. Est-ce que ça a été préjudiciable ? Je ne crois pas. Les 2 livres ont eu leur vie. Mais bon, ironiquement, je me suis quand même retrouvé à faire de la promotion et des déplacements depuis septembre jusqu'à la dernière date. Ce sera le marathon des mots
en juin, donc ça fera quand même pratiquement une année, donc j'ai perdu sur ce coup-là. Toujours est-il que c'est Pense aux pierres sous tes pas qui était primé. Donc ce qu'a salué le jury, c'est la narration, très poétique. Et ce qui est surprenant aussi, ce qui est intéressant, du moins, c'est le parti pris de la narration. Donc les deux frères parlent, puisqu'il est question d'un frère et d'une sœur, de jumeaux. Donc on a le frère qui participe à la narration, un petit peu comme un intermède, d'ailleurs qui est bien marqué dans le livre, puisque l'écriture est en italique. Mais celle qui porte le roman qui nous emmène, c'est la sœur. Donc pourquoi ce choix de la sœur comme narratrice principale ? Moi, j'aime passer dans des peaux différentes et me mettre dans des états différents. Et j'ai l'impression que le travail d'un écrivain, c'est de pouvoir faire ça. De pouvoir devenir une fille s'il est un garçon, se changer en animal, pouvoir aussi ressentir ce que ressent une herbe quand elle est balayée et caressée par le vent. C'est tout ça qui m'intéresse. Et il se trouve que, oui, j'ai le sentiment que c'est parfois plus facile pour moi de porter une voix féminine. Donc il y avait ça. Et puis il se trouve que comme c'est quand même un roman d'apprentissage, un parcours de vie, je me suis dit que c'était intéressant que ce soit une fille, parce que la plupart du temps dans ces romans d'apprentissage ce sont quand même des voix de garçons. Dans les romans classiques, dans les romans romantiques, ce sont des personnages masculins. Et donc voilà, j'avais envie de parler de ça en sachant qu'un des thèmes qu'a mentionné Sorge aussi, c'est un questionnement aussi sur l'identité et sur le genre. Ils n'ont de cesse de faire des jeux qui leur permettent successivement de devenir garçon pour Léonora, la fille, et de devenir fille pour Marcio. Il y a un jeu qui est propre à l'enfance, je crois qu'on est tous passés par là, par ces espèces de travestissements qui sont ludiques, qui ne sont pas du tout encore connotés par une morale. Et donc j'ai essayé de construire le livre avec une caméra placée à hauteur du regard de cette sœur, de cette jumelle Léonora. Tout à fait ce qu'on ressent effectivement dans le roman. Autre point intéressant, enfin, moi qui m'a marqué, c'est le cadre, le décor du livre. Donc c'est un pays qu'on appelle entre ici et ailleurs. On ne sait pas trop bien si c'est une île ou si c'est coincé entre deux continents. En revanche, on a une toponymie bien détaillée, qu'on vit vraiment dans le roman. On imagine bien le relief, on a le nom des fleuves, on voit très bien le parcours des enfants quand ils vont chez l'oncle Zio. Ouais. Et donc, alors c'est un livre intéressant, c'est un roman avec deux images. Hein. Il y a une carte au début et une carte à la fin, qui permet de situer le décor. Alors, pareil, ce choix-là, quel est-il ? Est-ce que vous aviez l'intention d'évoquer un pays du quart-monde, ou justement peut-être d'être plus impersonnel et dire que ce genre de situation peut arriver peut-être partout dans le monde ? C'était ça, oui. Mais j'avais très peur d'ancrer vraiment l'action dans un pays. J'ai pensé à l'Italie au début, l'Italie de Berlusconi. Les noms font penser un peu au nom sarde. J'ai bien connu la Sardaigne au temps où Berlusconi y sévissait. Et j'ai vu à quel point il a fait de la casse sur le plan de l'environnement, sur le plan de la vie des gens, à quel point il a abîmé ce pays. Mais simplement, quand j'écrivais Berlusconi à la place du nom des dictateurs que j'ai inventé, je trouvais que c'était sale, que c'était moche, même à l'oreille. Et puis ça me mettait dans toutes sortes de... Bon, c'était peut-être plus compliqué à tenir aussi, mais fondamentalement, je pense qu'en gardant cet aspect de fable, et donc de faire un pays qui serait à la fois de partout et de nulle part, ça nous permettrait aussi, où qu'on soit, de se dire, tiens, ok, il y a quand même des effets d'écho avec ce qu'on vit aujourd'hui, cette montée des populismes, évidemment, partout en Europe. Et donc c'est pour ça que j'ai essayé de trouver des sonorités qui étaient à la fois italiennes, peut-être roumaines, peut-être parfois de glisser du côté de l'Afrique aussi, parce que ces questions-là, cette question du rapport entre l'individu et des destins individuels et des systèmes politiques qui se mettent en place et qui broient cette envie de liberté, c'est hélas ce qu'on connaît depuis très très longtemps, mais qu'on vit encore peut-être aujourd'hui de façon plus intense et plus marquée. Alors plusieurs thèmes, alors je le disais tout à l'heure, abordés dans ce livre.
Quel est alors celui de la dictature que vous écoutez tout à l'heure, celui du rapport aux parents? Pouvez-nous parler un petit peu de ce parcours initiatif de deux adolescents dans un contexte certes particulier, mais qui est quand même très violent? Je suis marqué par la violence qui est faite aux enfants. C'est sans doute quelque chose qui est là dans l'histoire de ma famille. Je pense qu'écrire, c'est... En tout cas, ne pas écrire, ce serait lâche peut-être. Et puis, je pense que quand on ne dit pas certaines choses, les mots qui ne sont pas dits nous tuent à petit feu. Et moi, j'ai vraiment besoin de dire ces choses-là, après de déplacer les choses que j'ai vécues ou que je n'ai pas vécues. Mais en tout cas, l'histoire de ma famille, cette violence qui a pu être là à différents moments et surtout sur différentes générations, d'en faire autre chose, de le transformer. Écrire, pour moi, c'est presque un processus d'alchimiste. C'est transformer nos bouts historiques, intimes, intérieurs, nos drames familiaux, en quelque chose de supportable, en quelque chose de respirable. Et c'est ça que j'essaye de faire. Donc je pars de l'intime, du tout petit, ce frère et cette sœur dans une petite ferme avec des parents violents, harassés par des régimes politiques qui les broient. Et puis j'essaye de faire évoluer le récit en ouvrant un petit peu la focale, en élargissant, en voyant ce qui se passe derrière cette ferme, au-delà des fleuves, et quand on fait le tour du pays aussi. Donc il y a vraiment la dimension très intime, et puis il y a une dimension plus politique. Mais d'où me vient cette... moi, rien ne me rend plus triste que de voir des enfants à qui... ou qui doivent endosser des destins qui ne sont pas les leurs, ou des responsabilités qui ne sont pas les leurs, qui sont déjà cassés dans leurs élans, parce qu'il n'y en a pas qu'un d'élan, très tôt, qui ne vont plus à l'école, qui ont des parents qui triment comme des bêtes de somme, et donc les enfants parfois sont contraints de vivre des vies qui ne sont pas les leurs, quoi. Et ça me renverse, ça me touche beaucoup. Et hélas, ces exemples-là, ces cas d'enfance volés et presque violés sont nombreux. Donc je pense que c'est peut-être une manière pas de leur donner une voix, j'y crois pas tellement à ça, mais en tout cas de faire entendre ces choses, quoi, qu'on porte en nous aussi, hein, nos blessures de l'enfance, bien sûr. Hein. Les parents, justement, ne sont pas, ces mams, ne sont pas complètement détestables. Non. Parce qu'entre eux, il y a une certaine tendresse. Il y a de l'amour même, il y a une certaine complicité quand il y a leur petite virée en ville à Santa Lucia. Ouais. Donc il y a quelque chose qui les rend un peu sympathiques, et on a l'impression que davantage encore que la dureté du labeur dans les champs, ce qui leur pourrit la vie, c'est quand même l'entrave à la sainte morale, à la bonne morale, par l'amour excessif de leurs deux enfants. Mm-hmm. Oui. Ça, c'est un thème, le thème de la morale est quand même très présent aussi dans votre roman. Même si je pense qu'il n'y a pas de morale dans le roman, mais en tout cas, ça pose des questions morales. Merci de le souligner, parce que c'est vrai que beaucoup de gens, pour le moment, ont appuyé sur la violence, on parlait beaucoup de la violence des parents, de leur côté absolument détestable. Or, pourtant, il y a quelques passages dans le livre, et notamment, il y a un moment où le père, Paps, c'est une onomatopée, mais qui rappelle le bruit des gifles qu'il administre à ses enfants à répétition. Et il y a quand même un moment où le père, plus tard, hein, on est quand même loin dans le récit, fait un petit retour en arrière et se dit, tiens, pourquoi est-ce que j'ai été ce père-là ? Pourquoi est-ce que j'étais incapable d'aimer mes enfants ? Et au-delà de ça, pourquoi est-ce que j'ai été si dur avec eux ? Et en fait, je crois qu'être père, c'est ça, ou être maman, sans doute aussi, c'est se dire à un moment donné, ok, ça, je l'ai très très mal fait, ça aussi, mais à l'époque, je ne pouvais pas faire autrement. Et donc on relit sans cesse cette histoire, l'histoire d'échecs, d'erreurs, d'errements, et puis on essaie de comprendre. Et c'est la première fois dans un livre où justement j'essaye de ne pas totalement détruire ou discréditer la figure parentale. J'essaie de montrer que quelque part ici, je ne sais pas s'ils avaient des raisons d'agir comme ça, on n'en a probablement jamais, mais en tout cas, j'essaie de ne pas casser l'humanité qui est quand même la leur et qui est là, en eux. Ouais, justement, les parents, ils sont plutôt ignorants
Oui, tout à fait. Ils sont brutaux, certes. Ils sont isolés, donc à l'abri peut-être des lois de la junte militaire qui est là-haut dans la capitale. Ouais. Mais néanmoins, cette morale, c'est pour eux, c'est important. Ça leur pourrit tout, quoi. Le fait que leurs jumeaux soient très proches, vivent dans une grande proximité, y compris charnelle, évidemment, ça leur pose problème. Et le livre part de ça, commence là-dessus. On les suit un petit peu, et puis un jour, le papa les découvre dans un fenil, dans une étable, et il les trouve dans une proximité qui forcément le gêne. Et à partir de là, les jumeaux vont avoir des trajectoires différentes. Et se retrouver. Le livre commence, je l'ai dit, sur du très intime. On a l'impression qu'on va ne suivre que l'histoire des jumeaux. Et je me suis dit que j'avais vraiment envie d'aller plus loin et de montrer que, en fait, c'est un livre sur la séparation. C'est un livre que j'ai écrit après une difficile séparation. Et je pense que le parcours de Léonora et de Marcio, c'est le parcours qui est le nôtre quand on perd quelqu'un de cher, qu'on le perde vraiment ou qu'on en soit séparé. C'est essayer de se retrouver soi, essayer de cheminer après, à travers un long corridor de brume et s'accrocher. À quoi ? On ne sait pas, mais un jour on se rend compte en tout cas que la brume est derrière nous. Voilà, et c'est ça qui m'a porté pendant toute l'écriture du livre. Mais comme j'avais pas envie de parler de moi, et le roman est là et c'est quand même un magnifique moyen de détourner les choses. J'ai noté une symbolique de la violence. Alors un mot que je connaissais pas, c'est le livre Axiou, c'est ça, le livre Axiou. Ça n'existe pas. Oui, je me suis dit, alors je vais regarder, maintenant je regarde plus le dico, je prends le téléphone à côté, je dis qu'est-ce que ça veut dire, et tout le référencement du livre Axiou, c'était pense au oui sous tes pages. Non, ça doit être quelque chose qu'il a inventé. Oui. D'où vient ce mot? Pourquoi je crois que c'est un vieux mot que j'ai trouvé dans un dictionnaire sarde. Et j'ai pas mal. Je trouve que les mots sardes, la sonorité de cette langue, moi, j'aime beaucoup. Et le livre Axiou, pour moi, c'est un air de bœuf, un fouet que le père utilise dans les grands soirs, comme le dit Léonora. Je trouve que c'est un mot qui dit bien ce qu'il veut dire, quoi. On n'a pas envie que le livre Axiou s'abatte sur nous. Donc, mais il y a comme ça toutes sortes d'inventions et de créations langagières dans le livre. J'ai essayé d'inventer une langue qui n'existe pas, à la croisée comme on le disait, de la Roumanie, de la Sardaigne, de l'Afrique, voilà. Mais que les mots, par leur sonorité, fassent déjà entendre la chose. On va parler un petit peu des personnages. Là, les personnages principaux, on les a évoqués. Les deux jumeaux, le père, la mère. Il y a un personnage qui m'intrigue beaucoup, c'est cette espèce d'ermite guérisseuse qui redescend dans la vallée pour soigner la population, et notamment Marcio, quand il est au plus mal, et qui devient une sorte de guide de la révolution. Il veut même jusqu'à organiser des entraînements d'endurance pour que le petit peuple soit prêt. D'où vient ce personnage qui est quand même très attachant et en même temps très énigmatique? C'est Mamaluna. Je pense que c'est un personnage qui me vient des vieilles dames qui vivaient seules dans le village où j'ai grandi. Il y avait comme ça pas mal de... Les maris mouraient toujours plus tôt, toujours avant. Et donc, il y avait comme ça dans mon village 3 ou 4 dames qui vivaient seules, qui étaient très abîmées physiquement. Je me souviens d'une en particulier qui s'appelait Ursule et qui avait un visage constellé de papules, de bubons, de verrues. Et en même temps, elle avait une vitalité extraordinaire. Il se trouve que c'était une amie de ma grand-mère. Et quand elle arrivait, je me cachais sous la table et j'écoutais ce qu'elle disait. Et dans ce qu'elle disait, je ne comprenais pas tout, mais je me disais, elle a une énergie folle, cette dame. Tout le monde la craint. Et je pressentais déjà que peut-être on aurait dû l'écouter plus. Et ça m'a amusé que, voilà, on est quand même dans une société où les vieux, on les parque, on ne les écoute plus dès qu'on est plus productif. Parce que c'est quand même ça aussi qui se passe dans les régimes politiques qui prennent le pas et qui s'imposent dans le livre. C'est quand même inspiré de Berlusconi, mais ça peut valoir pour Macron aujourd'hui, pour Salvini en Italie maintenant, etc. Il y a quand même l'idée de produire, d'être bon, d'être compétitif, d'être performant. Et que la révolution puisse venir d'une petite dame au dos voûté, voussé, qui connaît juste les plantes et un petit peu quelques mots, je me suis dit que c'était bien pour lancer une révolution.
Carrément, est-ce que cette petite vieille pleine de pustules pourrait éventuellement être le modèle politique idéal? Non. Il faudrait essayer, hein. On s'amuserait peut-être mieux. Je ne sais pas, non, mais je pense sincèrement que... J'ai une oreille pour écouter les enfants, une autre pour écouter les vieux, et le reste se balade entre les deux avec une sorte de perplexité, quoi. Et j'ai vraiment l'impression que les enfants ont... C'est un lieu commun de dire ça, mais si on écoute un enfant, c'est prodigieux. Et quand on écoute des vieux, y compris des vieux qui perdent la tête, comme on le dit, ou dont la mémoire flanche, moi je trouve qu'il y a là des choses extraordinaires. Et c'est peut-être même là que la poésie est la plus vive et la plus forte. Donc moi je suis très attentif à ça. De là à en faire un modèle politique, je ne sais pas. Il y a quand même une marge. Ce qu'on attend tous en lisant votre roman, ce qu'on espère, donc on voit ces dictateurs qui se succèdent, rien ne change. On bousille le paysage, on met des usines de pneus qui encrassent tout, on construit le littoral et on détruit les cultures. La révolution, elle arrive, mais c'est une révolution pacifiste. En fait. Oui. On m'a dit, est-ce que tu as lancé le mouvement des Gilets jaunes sur France Info au moment où ça a commencé? Non. Mais c'est vrai que on sent toutes ces choses quand même depuis un certain temps. Je les comprends, ces choses. Je comprends ces mouvements de colère. Et Dieu sait si parfois j'ai envie de l'exprimer aussi. Mais je pense qu'on peut peut-être chercher autrement, autre chose. Je ne cherche à... Il n'y a pas de morale dans le livre, mais simplement ça me semblait saugrenu et intéressant peut-être donc que ça vienne d'une voix complètement inattendue et que ça se fasse en douceur avec... c'est pas un thriller, hein, vous l'aurez remarqué, il n'y a pas de suspense véritablement, mais c'est vrai qu'à la fin ils inventent un modèle de société qui peut-être... c'est une utopie, et donc ça peut peut-être avoir une petite valeur, on peut se dire tiens, et si on essaie de cheminer un peu plus vers ce genre de choses, en sachant qu'ici c'est une fable et que ça s'arrête peut-être là. Mais c'est à nous de voir ce qu'on veut en faire de ces énergies-là qu'on sent. Ouais, tout à fait, c'est d'actualité justement sur le modèle de cette nouvelle civilisation qui s'installe, qui a réussi à être autonome. Là, alors il y a un acte de violence qui est une référence au kamikaze avec, on ne dira pas qui pour les gens qui n'ont pas lu le livre, mais qui échoue. Et finalement, c'est une révolution par l'économie, par l'économie douce. Antoine, vous y croyez, vous, la révolution par les fraises? Je ne voulais pas le dire. La fraise, c'est le fruit de l'enfance, c'est le fruit de mon enfance. Pour moi, c'est un fruit parfait. Non, j'y crois pas, mais je pense que on est quand même profondément malheureux. On est quand même profondément malheureux parce qu'on vit à côté de nous-mêmes, à côté de nos vies. Et là, ça fait 8 mois environ que je parle du bouquin. Et je me rends compte que peut-être le seul endroit où je me sens vraiment régénéré de fond en comble, c'est quand je suis chez moi, dans mon jardin, et que je suis en train de triturer la terre. C'est pas la saison des fraises, mais il y a une vertu. Il y a quelque chose à tirer de tout ça. Et on l'oublie. On l'oublie et en même temps on le retrouve, parce qu'on voit qu'en marge de toutes ces choses, de tous ces gros groupes, toutes ces industries, de tous ces produits suremballés, il y a aussi... de plus en plus, et c'est quand même très précieux, des gens qui se disent non, on va faire les choses autrement, on va retravailler moins déjà, et on va faire les choses à notre échelle, à notre mesure, en essayant d'être plus conscient de ce qu'on est en train de perdre en fait pour le moment. Donc voilà, dire ça c'est déjà trop, parce que je veux pas rentrer dans une sorte de prêche ou de prosélytisme. Je suis moi-même plein de contradictions et ça m'arrive aussi évidemment de consommer des choses qui sont sans doute inutiles, mais évidemment ce sont des questions qui sont dans le livre et qui me traversent. Autre grande question du livre, du moins de la dernière partie du livre, c'est le thème du pardon, du grand pardon. Vous pensez, Antoine, qu'on peut toujours accorder le pardon, que c'est important pour se libérer, pour se reposer, pour s'assagir? C'est une grande question, hein. Je sais pas. Il y a un passage dans le livre où le père va, comme il le dit, signer un traité de paix avec lui-même au bord de la mer.
pour moi, le pardon commence par là. C'est d'abord se pardonner à soi-même, c'est faire la paix avec les erreurs qu'on a pu commettre et peut-être avec les violences qu'on a pu s'infliger à soi-même. Et ce passage-là, il est pour moi extrêmement important dans le livre parce que c'est vraiment, je crois, à cet endroit-là que je me suis dit, ton livre, je crois que tu pourras le terminer, mais aussi... je pense que tu es en train de te guérir toi-même de quelque chose. Pendant le moment où j'écrivais le livre, j'étais extrêmement violent envers moi-même. Quand une vie se casse en 1000 morceaux, on compose avec ce qu'on peut. Et il se trouve que moi, j'ai composé avec ça, avec une forme de colère, de violence. Et j'ai dû signer un traité de paix avec moi-même pour que les choses puissent aller mieux. Donc c'est un pardon qui commence à nouveau par le menu, par le détail, par le petit, en l'occurrence moi. Et puis je me suis rendu compte que, ayant fait ça, beaucoup de choses pouvaient bouger aussi par rapport à mon entourage, par rapport à mes propres parents. Et puis peut-être aussi, j'espère que mes enfants un jour se diront « Ok, on a eu un père par moments un petit peu énergique, parfois un peu colérique, mais voilà. » C'est comme ça, on est des êtres humains et vivre, c'est aussi parfois brûler, et brûler mal, en l'occurrence. Mais voilà, je ne sais pas si le pardon existe. En tout cas, j'essaye qu'il puisse exister. Ouais. Enfin, moi, ce qui me touche, c'est que le pardon est réclamé à la toute fin, quand même. Mm-hmm. Le mot y est. Mm-hmm. Et moi, je me... C'est vrai. Oui, c'est-à-dire qu'il existe, le mot existe. Parce que moi, j'ai connu un traître en Irlande, une traîtrise, et on me demandait souvent, mais est-ce que tu l'as pardonné ? Et j'avais une réponse idiote, je disais, mais il ne m'a pas demandé pardon. Et ça me hante toujours. Est-ce qu'il faut demander, est-ce qu'il faut pardonner lorsqu'on vous demande, ou est-ce qu'il faut aller au-delà ? Et moi, j'étais tellement content quand le pardon est demandé. À la fin de ce livre-là, je me suis dit, waouh ! Et ça m'a manqué dans d'autres vies et dans d'autres livres. J'ai l'impression que quand on est dans ma famille, ces choses de tension, de violence, tout ça ne s'est jamais dit en fait. Mais mon grand-père, quand il est décédé, il avait laissé dans une petite boîte un mot pour sa famille. Il n'avait pas demandé pardon, encore que, c'était pas le mot pardon, mais c'était presque ça. Et il avait dit en tout cas à ses quatre enfants, je n'ai pas pu vous rendre heureux. Et ces mots donc, qu'il avait cachés, il ne les a pas donnés à ses enfants, il les avait laissés là, et un jour mon oncle a ouvert cette boîte, il dit « Qu'est-ce que c'est ? C'est l'écriture de papa, tiens, qu'est-ce qu'on en fait ?» Et ça m'a toujours terriblement touché, et puis il est parti, sans rien ajouter d'autre, parce que c'était l'être le plus muet, et le plus... il parlait pas, c'était quelqu'un qui était... Ouais. Mais il a dit ça. Il a voulu l'exprimer de façon sans doute maladroite, de façon en tout cas très tardive. Et oui, c'est pas un hasard si à la fin je me suis quand même dit ce mot doit s'y trouver. Je rejoins ce que Sorge dit. Il faut le demander. Il faut le demander, pardon. Il faut le dire, même si c'est très difficile. Il y a un passage fort du livre qui m'a marqué, et on le comprend davantage encore maintenant que vous nous racontez ce cheminement personnel à travers ce livre. C'est la traversée de Martiaux, quand il quitte la maison familiale pour rejoindre sa sœur de l'autre côté du désert, en grande souffrance. C'est un passage symbole, ce livre, oui. ce passage, pardon. Je crois, et ce qui est toujours étonnant, je ne sais pas comment ça marche pour Sorge par exemple, mais moi j'ai l'impression que j'écris beaucoup plus avec mon corps et mon instinct qu'avec ma raison. Et donc je me suis rendu compte que cette traversée du désert dont il est question et que le frère fait à un moment donné, c'était complètement symbolique. Mais quand j'écrivais le texte, moi j'étais totalement dans mon histoire, en train de me dire oui, je pense que là un désert c'est bien parce que là il y a des fleuves, des montagnes. Et c'est vraiment après, plus tard, en relisant, parce que beaucoup de gens me l'ont dit, oui, évidemment, il y avait quelque chose de symbolique, et parfois on est tellement aveugle par rapport à ce qu'on vit, par rapport à ce qu'on ressent et par rapport à nos enjeux. Donc mais c'est là, c'est vrai. En tout cas, c'est vraiment une très belle métaphore, et ça nous donne envie, cet entretien, de relire le livre. Je ne sais pas si vous l'avez lu. Si vous ne l'avez pas lu, lisez-le, et je pense que vous avez envie de le relire maintenant.
On va maintenant poser quelques petites questions avant de vous donner la parole pour la lecture sur la suite. J'ai remarqué pour ma part, en lisant un des livres de la sélection du deuxième roman, notamment il ne portait pas de chandail, Lenik Valakievitch, en allant jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à la 4 de couve. J'ai vu votre nom, Suzanne. Et en fait, vous êtes éditeur, ou au moins directeur de collection. Oui, et Annick est là-bas. Bah oui, bonjour Annick. Ben moi j'étais ravi, j'étais ravi de recevoir ce livre, qui est le premier roman de la collection, parce que c'est une collection qui s'intéresse à des livres hybrides, transfrontaliers, comme je l'ai intitulé. Je me suis dit, il y a beaucoup de manuscrits aujourd'hui qui ne trouvent pas d'éditeur parce que ce n'est ni à proprement parler de la poésie, ni du roman. Le livre d'Annick était vraiment un roman. Je l'ai lu, je me suis dit, ok, normalement je ne publie pas de roman, mais celui-là, il faut le publier. Et ce qui m'a touché dans son écriture, au-delà de l'histoire, dont j'ai pas envie de parler, mais c'est cette force des mots, cette puissance des mots, et puis c'est une écriture organique. Je crois que vous aurez compris que ce sont des choses qui sont importantes pour moi. Chaque mot est pesé. C'est du roman, mais il y a aussi une approche de plasticienne dans l'écriture d'Annick et un travail de poète. C'est pas du roman remplissage, c'est un livre d'ailleurs assez court, mais qui laisse une trace profonde et durable. C'est vraiment un livre qu'il faut lire. Ouais, on a beaucoup évoqué sur le festival. Être jugé parti, c'est pas compliqué d'être responsable de collection et en même temps auteur. Non. Il n'y a pas un moment où ça bug ou... Non, parce que je suis très nombreux. et je crois qu'être écrivain, c'est quand même être joliment schizophrène. Et pour finir un livre, j'ai l'impression qu'on doit d'abord être auteur, lâcher des choses. Et à un moment, il faut pratiquement se dédoubler et se dire, ok, maintenant, je ne suis plus l'auteur, je vais devenir l'éditeur de mon propre livre, le relire et élire, choisir tout ce qui, dedans, marche, fonctionne. Des mots qu'il ne faudrait pas utiliser, mais soyons brefs. Et tout ce qui ne marche pas, tout ce qui est inutile, tout ce qui est redondant, tout ce qui est lourd. Donc, je crois qu'écrire un livre, le terminer, c'est quand même réussir à faire ça, à se détacher de soi-même. Donc, finalement... Non, entre écrire des livres et les éditer, pour moi, c'est pratiquement le même geste. C'est un geste qui est le même, mais qui est simplement exercé depuis un endroit différent. Des projets, Antoine? On espère. Dormir. Dormir 7 ans. Oui, j'ai des projets, oui. Mais vraiment, la première chose, ce sera ça, me reposer. Et puis laisser mais j'ai l'impression que tout ceci, même si c'est très beau, très intense, je vois dans la promotion, ceci c'est pas de la promotion, je dis ça parce que je reviens du salon du livre de Genève, mais c'est presque un acte sacrificiel. On parle, moi j'écris pour me taire, et quand on fait de la promotion, on ne fait que parler. Donc il y a comme une sorte de sacrifice, quoi. Et ce sacrifice-là permet après de reprendre le travail en se disant « mais c'est vraiment ça qu'il faut que je fasse, c'est vraiment ça que je veux faire ». Et quand on recommence après à parler, on se dit « bon, ok, j'ai retrouvé l'énergie, je peux le faire ». Et ça redevient un plaisir, évidemment. Ouais. Ok, en attendant la sieste, si nous passions à un petit morceau choisi de Pense au pire sous tes pas, par son auteur. D'accord. De celui-là. Ben oui. Non, mais je veux pas dire tout ça. On m'avait dit que je devais lire 45 minutes, ou j'avais compris, donc rassurez-vous, ce ne sera pas 45 minutes, parce que parfois on a peur quand un auteur lit son texte que ça dure vraiment très longtemps. Je vais lire le premier chapitre, je crois. Comme ça vous entendez quand même la voix de Léonora. On était nés jumeaux. Pourtant, mon frère avait toujours été comme un aîné pour moi. Parce qu'il était le garçon et devait s'occuper des cheptels avec Paps, il partait le matin dans les vallées pleines de brume, où il n'y avait pas le moindre habitant, mais une forte présence de fleuve. Et, à la seule évocation de ces choses, moi qui n'en pouvais plus d'être enfermé, d'entendre Mams me reprendre de voler quand je rêvais, au lieu de l'aider,
que j'étais seul et que je rêvais, que je pensais à lui, à mon frère, mon ventre se craquelait d'envie. Je rêvais de m'enfuir avec eux et, comme eux, de toucher le ventre des bêtes, l'immensité, le ciel et les moissons et les sommets. Tous les deux, on était encombrants pour eux, et on l'avait toujours été, au point que Paps aurait préféré ne pas nous avoir et rester toute sa vie comme ça, avec Mams, qui le rendait complètement dingue avec ses hanches en montagne de massepain et ses seins lourds toujours luisants. Pour autant, je ne crois pas qu'il nous détestait, mais le seul fait de nous voir courir devant lui, et parfois simplement de nous entendre, l'irritait à la puissance 1000. Il mettait des coups de pied dans les chaises, cassait des vases, hurlait, puis se taillait pendant des heures, on n'a jamais su où. Pauvre Paps. De toutes ses forces, il haïssait notre président Dessojou, au pouvoir depuis plus de 20 ans. C'est bien simple, dès que Dessojou parlait à la radio, Paps se cambrait dans le fauteuil de coin et il se mettait à hurler, multipliant les noms d'oiseaux, crachant sa rage et sa détestation, puis se levant pour couper le poste en crachant un dernier juron. Et il avait raison, Paps, certainement, même si d'un autre côté, personne ne se plaignait de la situation, y compris lui. Depuis 20 ans, Dessojou nous prenait 90% de nos recettes pour se faire construire des propriétés de luxe sur la côte. Depuis 20 ans, on croulait sous les taxes. Des tas de gens se retrouvaient à dormir par terre comme des chiens verruqueux, mais tout ça nous semblait normal. On préfère oublier les choses qui font mal, oublier la façon violente dont on est, dont on meurt, dont on se sépare. On préfère ne rien dire et, tant qu'il nous reste un filet de souffle, faire l'autruche et vivre malgré tout. D'autre part, quand Paps voyait ces types à la télé, ces pauvres types qui avaient tout perdu, il disait que c'était des feignasses et des bons à rien, et il se moquait d'eux. Si bien que pour ne pas l'irriter, on disait également qu'ils puaient, ces clodos, et que si on pouvait leur choter dedans pour leur montrer ce que c'est d'avoir mal, on le ferait sans hésiter. On était comme ça à l'époque. On ne pensait à rien et on ne connaissait rien. Chez nous, dans les terres tout au sud, seul comptait le travail manuel, moisson, vélage, production de lait, plantation de tomates. Chez nous, pas de livres, pas de disques, pas d'émotions. Juste les vieux magazines porno qu'on avait trouvés dans le fenil du père de Zbabou, notre ami, et qu'on avait ramenés à la maison par curiosité. Sauf que ça ne nous faisait rien, nous, ces saletés-là, et que c'était Paps qui les lisait depuis tout ce temps. Comme tous les gens de la Habdourga, la région la plus reculée du pays, on avait une petite fermette avec des bêtes, une petite ferme crasseuse, un taudis. Mais on ne se plaignait pas. Chaque jour, on se levait dans la lumière et on regardait les fleuves qui partaient loin, les fleuves et les rivières où on se baignait depuis toujours. Puis le travail commençait. Mon frère les champs, moi le linge, lui les cheptels, moi le ménage, et ainsi de suite, jour après jour. Quand le boulot était terminé, on tournait le dos à Paps et Mams et on gobait l'air frais, se liant à des troncs avec des lianes souples qu'on fumait par ailleurs, 100% sains et 100% malades. Vivant, on courait sans arrêt, tout le temps, et comme il n'y avait pas la moindre ville dans le coin, on était comme vissés sur place, mais on vivait, voilà. Notre vie s'appelait joie. 1 ou 2 fois par an, pour se retrouver seul, Paps emmenait Mams à Santa Lucia, la bourgade la plus proche, à environ 70 km. Ce qu'ils y faisaient, je n'ai jamais su. Et d'une certaine façon, ça ne m'a jamais préoccupé, parce que tant que mon frère était là, j'étais heureuse. J'étais la fille la plus heureuse, et rien d'autre ne comptait. Aussi, comme on ne séparait pas les choses, que la vie sans le travail n'était pas concevable, on pouvait rire et se marrer, tout en besognant. Ma seule douleur, c'était quand, au milieu d'une traite ou de Dieu sait quel ouvrage, je les imaginais, main dans la main, loin de nous, mangeant une glace dans les ruelles de Santa Lucia, parce qu'alors je me sentais comme une morte de faim, pas aimée, pas voulue, et réduite pour ces questions-là à une forme de mendicité. Mendier l'amour. Quand il rentrait le lendemain, le travail était toujours fait comme il l'avait demandé. « C'est bien », disait Mams. « Normal », disait Paps. Puis Mams me mettait
Puis Mams me mettait à l'ouvrage en me débitant ses litanies, tandis que Paps, qu'on s'était mis à appeler comme ça à cause du bruit des gifles qu'il nous administrait, à cause du bruit de la colère, à cause des coups de livraxiou, le nerf de bœuf qu'il employait dans les grands soirs, tandis que Paps s'en retournait au champ avec mon frère, et cette faux dont encore aujourd'hui je me souviens. Avec elle, il matait les bêtes, il les cognait. Un ciel et la vie. Et puis, quelques jours après nos 11 ans, on a voulu inverser les rôles. Quelques heures pour voir ce que ça donnerait, pour jouer, mon frère en fille et moi en mec. On voulait voir ce que ça donnerait, sans doute à cause de ce monstre chaud qui nous rongeait le ventre déjà à cette époque. Ce jour-là, Mams préparait les sandwichs du pique-nique de Paps dans l'euphorie de Santa Lucia dont ils étaient revenus la veille. Paps se rasait dans la petite salle d'eau et chantait tout comme elle, très nassant, relax, pas du tout comme un jour normal. Profitant de ce moment de paix, on s'est enfermé à double tour dans notre chambre. On a fermé à clé. Marcio, lentement, s'est avancé vers moi, a défait ses habits, les a laissés tomber au sol, puis, saisissant sa chemise, il a sorti de sa poche le crayon noir de Mams et s'est mis à tracer un duvet sous mon nez, une fine ligne, une simple petite moustache. J'ai enfilé sa chemise et son pantalon, avec au ventre une joie immense. « Embrasse-moi comme une fille, mon frère », j'ai dit, sans réfléchir, tellement je me sentais bien, profonde, tellement bien avec lui. Puis, scalpant les cheveux blonds de notre poupée Marie, je les ai scotchés aux siens, à ses cheveux. Et lorsqu'il a eu enfilé ma culotte et mes bas, ma robe et le reste, alors on s'est posté devant le miroir et on a ri comme des débiles. On se sentait vaste, vaste et léger. Quand on est descendu, Paps avait fini de se raser et partait au champ, et Mams vaquait à ses occupations comme en pilote automatique, regardant le linge à contre-jour pour y déceler les moindres trous et les repriser si nécessaire. Un instant, on a encore souri, car c'était bon de les piéger. Puis j'ai avalé un verre de lait additionné de sel et je suis parti rejoindre Paps, les champs, l'immensité. Naturellement, il ne s'est aperçu de rien quand je suis arrivé, vu qu'il n'a même pas levé les yeux. Il cognait la terre, Paps. Son corps était sa houe, et il cognait, et la sueur giclait et retombait dans les blés et les herbes pendant que tout, dans les plaines de la Habdourga, prenait couleur d'argent. Le monde entier prenait couleur d'argent. Après un petit moment, comme il ne me voyait toujours pas, je me suis mis à faire comme lui. Je veux dire, j'ai transformé mon corps en bête de somme, soldat insecte, et j'ai cassé des mottes, fait des sillons, semé des graines et envoyé ma sueur recouvrir le monde, jusqu'à ce que, à midi, il demande où était le pique-nique. Le putain de pique-nique. Ça vient ou pas, qu'il a dit. Et moi, l'instant d'un éclair, j'ai repensé au sandwich que j'avais vu Mams préparer, mais que j'avais malencontreusement oublié. Mes jambes se sont mises à trembler. Ça a fait du bruit dans ma tête, des coupures d'électricité. Mais au lieu de m'effondrer, j'ai bombé le torse et haussé le ton, prenant la voix de mon frère. C'est Mamzou, elle veut te voir, à cause d'hier et de Santa Lucia, tu viens ? Elle a demandé que tu la rejoignes. Il a souri en entendant ces mots, et c'était bon de voir Paps sourire. Quand on est arrivé, en voyant Mams, il s'est précipité dans ses bras et s'est mis à lui toucher les fesses, à la plotter et la coincer contre le mur. Mais parce que j'étais une fois de plus entre eux comme un obstacle, Mams a réfréné ses ardeurs et elle a dit sa phrase préférée. « Ce soir, Nino, ce soir !» Et tous deux ont éclaté de rire. Mon frère, par contre, n'était pas là. Il est où, cet idiot ? J'ai pensé, tandis que Mams gueulait pour que je les rejoigne et que Paps n'arrêtait pas de répéter « Mais qu'est-ce qu'elle fiche, cette conne ?» Ce qui sonnait bizarre à mes oreilles, naturellement. Quelques minutes, je suis resté seul, avec Paps, devant nos assiettes vides. Puis, il y a eu un cri quelque part dans la cour, et Mams est revenue avec mon frère déguisé en moi. Elle le tenait par l'oreille. Elle nous fusillait du regard. Oh, Mams, ça va ? A demandé Paps. Et elle, parce qu'elle nous voulait nous protéger de lui, de sa colère, de sa fureur, a dit que oui, ça allait, mais qu'elle allait monter un moment avec nous. Sur le palier,
Martio m'a dit qu'elle savait tout, qu'on était mort, qu'elle l'avait vu pisser contre le mur et qu'il avait relevé sa robe. Putain de robe, il a dit. Puis Mams a refermé la porte. Puis Mams nous a déshabillés dans un silence de mort. Puis Mams nous a allongés sur nos lits, à plat ventre, sans un mot, et elle a sorti le livre Axiou. Combien de temps ça a pu durer ? Je ne sais pas. Mais je sais que tout le temps que ça a duré, elle répétait qu'on n'était pas normaux. Et elle pleurait en disant ça. Mams, oh Mams, qu'on n'était pas normaux, des monstres. Voilà. Merci Antoine. On comprendra que les lecteurs de ce prix du deuxième roman, eux, ne seront pas chocolat. Et on peut retrouver Antoine, parce que la sieste, c'est pas pour tout de suite encore, puisque je crois que tu as rendez-vous avec tes lecteurs sur le stand de notre partenaire libraire. Sorge, le mot de la fin. Juste pour finir, pour vous dire que Lecture en tête, l'association et le prix du deuxième roman vous offrent ce chèque de 2 000 €, voilà, pour vous remercier et pour vous féliciter, et puis pour vous permettre... Qu'est-ce qu'on boit en Suisse ? Du fondant ? Du quoi ? Du fondant, non ? Mais moi, je suis belge. Ah oui, c'est vrai. Mais il vient de Genève, c'est pour ça. En Suisse, on boit de la fondue au fromage, non ? La fondue au fromage. Donc c'est pour vous permettre d'acheter toute la crique et toute la mort subite dont vous avez envie. D'accord. Ça marche ? Oui, ça marche. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Un grand merci. Merci Monsieur le Président, merci Antoine, merci beaucoup.